la religion civique dans le monde grec du 5e au 3e siècle avant notre ère. Tel est le sujet qui va être abordé aujourd'hui, et ce qui peut paraître éventuellement étonnant, c'est l'association du terme religion avec l'adjectif civique, parce que le terme civique appartient au vocabulaire politique. Et pourtant, si vous pensez aux sociétés modernes, aux sociétés de notre époque, et je vous en donnerai un exemple qui est assez frappant, même si nous sommes directement concernés, mais c'est le cas de la France. Vous savez qu'en France, il y a une référence constante à la nation. Les Français n'arrêtent pas de parler de la France, de la grandeur de la France. Vous savez que le 14 juillet est une fête particulièrement importante pour nos voisins. Vous savez également que pour rassembler les citoyens, on chante la Marseillaise, l'hymne national. Vous savez aussi que, ou sinon je vous l'apprends, que sur la montagne Sainte-Geneviève, donc dans le quartier latin, il y a, donc c'est le 5e arrondissement, il y a une ancienne église qui date du XVIIIe siècle, qui a été transformée au moment de la Révolution française, et qui s'appelle le Panthéon. Et dans ce Panthéon, dans cette ancienne église catholique, sont enterrés les gloires de la nation, les personnages auxquels plutôt la nation doit rendre un hommage particulier. Vous y trouvez des hommes politiques, vous pouvez y trouver des savants, par exemple, des personnages qui ont été des porteurs des valeurs républicaines, des valeurs laïques, des valeurs de progrès et de civilisation. Si j'ai pris la France, c'est parce que souvent il est plus facile de comprendre les phénomènes lorsqu'on les observe à distance que lorsqu'on a le nez dessus. Tous les éléments auxquels je viens de faire référence, vous êtes bien d'accord qu'ils appartiennent à ce que l'on pourrait appeler une religion civique. Une religion sans Dieu, bien sûr, mais une religion quand même, c'est-à-dire un ensemble de croyances qui se réfèrent à un idéal. Pensez à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui est censée fonder le pacte social en France, pacte social et politique. Je vous ai parlé d'un bâtiment, une église qui est au fond transformée en un temple, le temple de la nation. Je vous ai parlé du drapeau, enfin pas, mais j'aurais pu vous parler du drapeau, je vous ai parlé de l'hymne national. Tous ces éléments sont des reliquats de ce qui jadis, dans l'Antiquité, mais par la suite on a continué à en user et en abuser justement, à une époque où religion et politique ne pouvaient pas être distingués parce qu'ils formaient un tout. Ce sont nous, modernes, qui distinguons dans nos catégories, lorsque nous étudions un phénomène social, lorsque nous étudions la société, nous avons pris l'habitude, parce que ce sont nos catégories de pensée, mais elles n'ont pas une valeur universelle, bien sûr, ni dans l'espace ni dans le temps, à distinguer ce qui est de l'ordre du politique, ce qui est de l'ordre de l'économique, ce qui est de l'ordre du social, ce qui est de l'ordre du religieux, ce qui est de l'ordre du culturel, par exemple. Et ça, c'est une vision, comment dirais-je,
de la société que nous avons une manière particulière de découper la société à partir de nos représentations, de nos catégories. Le sujet que je vais étudier, la religion civique, je compte l'étudier dans le monde grec, et parce que les sources sont les plus abondantes pour cette région, pour l'Attique, c'est-à-dire la cité d'Athènes, la cité-État d'Athènes. Et je dis bien parce que les sources sont plus abondantes. Mais ce que je vais vous exposer ici concerne en fait le monde grec d'une manière générale, même si évidemment chaque cité est un cas particulier. Mon plan sera le suivant. Dans un premier temps, je vais essayer d'analyser avec vous quels sont les cadres collectifs de la cité dans lesquels s'exprime le sentiment religieux, qui est aussi le lieu où s'expriment les actes politiques, les décisions politiques. Car pour les Grecs, il n'y a pas de distinction à faire entre politique et religion. Autrement dit, dans la cité d'Athènes, tout acte politique est nécessairement religieux et toute pensée de nature religieuse est en même temps politique. Donc, les deux fonctionnent de manière interdépendante puisqu'il n'y a pas lieu d'établir des catégories différentes. Ensuite, je prendrai un cas plus particulier qui est celui de la présence de la religion, je ne dirais pas privée, parce qu'il n'y a pas de religion vraiment privée à Athènes. La religion privée est d'office, appartient d'office au domaine public. Ou quand je dis au domaine public, ce n'est pas le domaine de l'ensemble de la cité athénienne, mais en tout cas un espace plus large que l'individu. Il peut s'agir de la famille ou d'autres institutions dont il sera question dans la première partie de mon exposé. Donc en fait, lorsque je verrai dans quelle mesure la religion civique imprègne les différents états de la vie d'un individu, eh bien, on verra que le côté religieux et l'aspect citoyen de la vie de chacun sont tous présents. Ce serait peut-être gentil si vous pouvez fermer les rideaux qui sont au centre. Merci beaucoup. Le soleil commence, voilà. C'est très bien comme ça, merci beaucoup. Je commence donc par les différents niveaux de groupement dans la cité athénienne et on va voir justement qu'il existe des formes d'expression religieuse pour chacun de ces niveaux. Alors, il y a un certain nombre de ces organisations ou de ces niveaux qui s'inscrivent directement dans le cadre civique et d'autres pas. Le premier niveau, c'est celui de l'oikos. L'oikos, c'est la maison, ou la maisonnée, plus exactement. Donc, ce n'est pas seulement le bâtiment, c'est l'ensemble des individus qui font partie de la maison. À Rome, on dira la familia, la famille au sens large. Le mot oikos a donné toute une série de mots en français, par exemple, le terme économie, c'est-à-dire la science qui étudie les lois de la maison. Mais oui, figurez-vous que l'économie, c'est d'abord ça. Parce que l'économie s'intéresse d'abord au budget. Ce qui rentre et ce qui sort du budget d'une famille. C'est ce que nous, on appellerait l'économie domestique. Et d'ailleurs, économie domestique, je dirais que c'est un pléonasme, puisque dans économie, vous avez oikos qui veut dire la maison, et domestique, ça vient d'un mot latin, domus, qui veut dire également la maison. Donc c'est vraiment dire deux fois la même chose. Donc il y a d'abord l'oikos. Alors l'oikos, c'est un lieu important,
que je vais analyser plus tard, puisque je vous ai dit qu'au sein de l'Oikos se déroulent les grandes étapes de la vie, les grands événements de l'existence d'un individu. D'abord la naissance, ensuite l'adolescence, qui suppose un certain nombre de rites de passage qui permettent aux individus, les garçons et les filles, d'entrer dans la société des adultes. Ensuite, vous avez le mariage, et enfin, dernier événement de la vie, si je puis dire, qui est un non-événement pour le défunt, mais qui est un événement pour ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire le décès, la mort. Deuxième entité qui se trouve au-dessus de l'oikos, c'est le dème, et ce sont les tribus. Alors, les dèmes, ce sont des circonscriptions administratives qui ont été créées au moment de la réforme de Clisthène. On a déjà vu ce nom dans une leçon précédente, Clisthène. Donc c'est un homme politique qui a réformé l'organisation de la vie politique à Athènes à la fin du VIe siècle. Donc il est l'auteur de réformes qui datent de 508 avant notre ère. Et Clisthène, entre autres choses, a réorganisé la cité d'Athènes, je vous le rappelle, dans un cadre avec pour objectif d'intégrer tous les citoyens des différentes parties du territoire. Ça vous rappelle quelque chose? Je vous avais dit en fait qu'un dème comprenait un territoire qui se situe le long de la côte, qu'on appelle donc la Paralia, un territoire qui se trouve dans la ville d'Athènes proprement dite, c'est-à-dire l'Estou, et enfin un territoire, un espace qui se trouve à l'intérieur des terres, d'où le nom logique de Mésogée, puisque c'est le mot qu'utilisent les Athéniens, la Mésogée. Méso, c'est-à-dire au milieu de, et G, vous faites de la géographie vous-même, donc vous savez que ça veut dire la terre, donc ce qui est au milieu de la terre. Donc on appelle la Mésogée, l'Estou et la Paralia. Et donc en fait, un dème, c'est en fait une circonscription administrative qui est composée de 3 morceaux. Et donc, autrement dit, vous n'êtes pas, quand vous êtes membre d'un dème, membre comme ça d'un petit territoire avec tous vos semblables sur une terre bien définie. En fait, dans cette circonscription, il y a des gens qui appartiennent à 3 endroits différents de l'Attique. Et je vous avais expliqué les avantages en termes d'intégration par rapport à ce que nous connaissons, par exemple, dans nos communes, dans nos provinces, où nous avons un sentiment beaucoup plus identitaire, quoiqu'il n'est pas très élevé, vous savez, en tout cas en Belgique. Là. Mais enfin bon, hein, voilà. C'est expliqué dans le cadre d'un autre cours. Les tribus, en fait, ne sont rien d'autre que des regroupements de dèmes. Il y a 10 tribus à Athènes qui sont chacune mises sous l'égide d'une divinité. Alors, dans le cadre des dèmes et dans le cadre des tribus, il y a, de la part des citoyens qui font partie de ces dèmes et ces tribus, un certain nombre d'actes religieux qui sont pratiqués lors de cérémonies, dans les sanctuaires qui appartiennent à ces dèmes et à ces tribus. Enfin, vous avez la continuation de rites religieux, d'actes religieux qui sont menés au sein d'organisations religieuses et sociales, le religieux et social sont intimement liés, qui sont antérieures à la réforme de Clisthène de la fin du VIe siècle avant notre ère. C'est ce qu'on appelle les fratries. Maintenant, hors du cadre civique, il y a aussi des organisations qui se réfèrent
à des divinités ou à des héros. J'écris ces mots au tableau. Ce sont d'une part les tiazes, qui sont en fait, le substantif étant lui-même masculin, qui sont en fait des subdivisions des fratries au sein des orgéones. Alors un orgéone, c'est une association de citoyens qui ont en commun la vénération d'un héros ou d'une divinité. Ça fait un petit peu penser, je dirais, à ces sectes hindouistes. Vous savez que comparaison n'est pas raison, et donc je fais cette comparaison dans un but pédagogique, tout en sachant bien que quand on fait de la pédagogie, on fait souvent hélas de la caricature, et on rapproche parfois sous une forme analogique des phénomènes sociaux et culturels qui ne sont pas liés. Mais vous savez que chez les hindouistes, il y a comme ça des vishnouites, il y a des shivaïtes qui reconnaissent l'ensemble des dieux du panthéon hindouiste, mais qui, pour autant, vénèrent plus particulièrement une divinité, à savoir Vishnu ou Shiva, parce que je prends ces deux-là qui sont les deux sectes les plus importants en Inde. Jusqu'à présent, j'ai tenté de définir quels étaient les cadres civiques, voire non civiques, pour les toutes dernières associations auxquelles j'ai fait référence, donc les cadres civiques, dans lesquels s'exprime justement cette religion particulière qui est celle à laquelle on peut accoler l'épithète de civique, justement. C'est-à-dire une religion où l'on s'exprime en tant que citoyen et où donc politique et sentiment du sacré sont étroitement liés. Nous allons passer maintenant au problème du fonctionnement, autrement dit au comment. On va d'abord étudier les institutions internes, on va voir ensuite comment et dans quelles circonstances s'exprime cette religion civique dans le cadre des relations extérieures d'Athènes avec d'autres cités, avec des puissances voisines. Et enfin, on va voir comment et dans quel cadre se déroulent les fêtes officielles, en étudiant plus particulièrement les objectifs conscients ou inconscients qui sont visés dans le cadre de ces fêtes officielles. Je commence donc tout d'abord par les institutions internes, c'est-à-dire des institutions politiques, mais je vous ai dit qui sont politico-religieuses, parce que nous, en tant que, comment dirais-je, historiens ou étudiants en histoire du début du XXIe siècle, ça date déjà depuis plusieurs siècles, bien entendu, depuis le XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle, nous avons des catégories spécifiques. Alors, où s'exprime cette religion civique? Tout d'abord au Prytanée. Le Prytanée, c'est le cœur de la cité. Eh bien, c'est au Prytanée, qui est en fait un lieu éminemment politique, que les ambassadeurs étrangers sont reçus et où sont nourries également des personnes qui ont reçu le droit d'être nourries par leur qualité au Prytanée. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, au Prytanée, vous avez un feu sacré, qui fait penser à ce que nous appelons le feu sacré qui se trouve en bas de la colonne du Congrès, en dessous de laquelle se trouve la fameuse tombe du soldat inconnu, ce fameux feu que l'on va raviver chaque année, le 14 juillet et au moment de l'armistice, le 11 novembre. Ce feu qui symbolise en fait l'âme de la cité.
eh bien, le Prytanée est donc un lieu éminemment politique, mais où se déroulent inévitablement et nécessairement des actes de nature religieuse. Il y a ensuite les assemblées et les tribunaux. Ça peut paraître bizarre, mais vous devez penser que lorsque, dans une assemblée, on va prendre une décision, on va voter, nécessairement, il va y avoir une cérémonie religieuse qui va précéder cette réunion. Il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des offrandes qui vont être faites aux divinités. De même, les magistrats, dans leurs fonctions, vont sacrifier, vont faire référence à des divinités, ils vont procéder à des libations, de telle manière que la réunion dans laquelle ils se trouvent, l'assemblée à laquelle ils participent, ne soit entachée d'aucune impureté et que les décisions qu'ils vont prendre soient intimement liées à la volonté des dieux. Là aussi, religion et politique sont intimement liés. N'oubliez pas, quand on dit politique, que politique vient, ça va de soi, c'est tellement évident qu'on ne pense plus, mais politique vient du mot polis, qui veut dire la cité, quand même. Hein. À Rome, je ne sais pas si c'était à vous que j'ai répété, ah non, c'était à des étudiants en troisième qui étaient en train de préparer leur stage, j'ai rappelé que au Sénat, dans la curie à Rome, par superstition, les sénateurs suivaient toujours le vote qui avait été effectué par le premier d'entre eux. Vous allez dire, mais à quoi bon voter? Par superstition. C'est pour ça que quand vous étiez désigné comme princeps, c'est-à-dire celui qui était le premier à voter, c'est-à-dire le prince, puisque le mot prince vient de là, du mot premier, eh bien, dans les faits, vous dirigez la cité de Rome, vous étiez le chef de la cité. C'est ainsi que le régime qui a été mis en place par Auguste, que nous allons étudier un peu plus tard, s'appelle le Principat. Donc en fait, Auguste met en place, en 27 avant notre ère, le Principat, il ne met pas en place l'Empire, parce qu'à la limite, l'Empire, on aurait pu en parler même pour l'époque de la République. On veut parler de l'Empire romain à l'époque de la République romaine. L'Empire étant dans ce cas-là l'ensemble des territoires conquis par Rome. Mais le terme juridique qui doit être appliqué, le terme adéquat, c'est bien le Principat qui s'étend de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque des Sévères. Alors juste avant les Sévères, jusqu'en 193, ou soit jusqu'à la fin, jusqu'en 235. Enfin ça on peut discuter. Après, on est très clairement dans la période du dominat, ce qu'on appelle le bas empire d'une manière classique. Donc, l'empereur n'est plus princeps, il est avant tout un dominus, ce qui n'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes implications, puisque son rapport à l'État romain n'est pas le même. Donc, vous avez bien retenu que dans les lieux essentiels de la vie politique athénienne, il y a toujours, avant, pendant, voire après une réunion, une assemblée, une décision, des actes religieux qui sont posés. Maintenant, comment les rôles sont-ils distribués entre, d'une part, la cité, les magistrats, et d'autre part les citoyens. Alors, la cité, ce serait gentil peut-être de remettre le rideau de droite, si tu peux, place à l'âge là, de telle manière que, voilà.
Merci beaucoup. Et je vais peut-être avancer. Oui, encore un peu plus haut, le plus haut possible. C'est gentil, c'est beaucoup mieux. Voilà, comme ça, je ne suis plus ébloui. Donc, comment se répartissent les rôles? D'abord, au niveau de la cité. La cité, lorsqu'elle décide de faire des travaux, lorsqu'elle décide d'engager de l'argent, c'est toujours dans un cadre religieux. Je vous ai parlé des magistrats, il y a quelques instants. De la même manière, les citoyens, lorsqu'il y a une cérémonie, lorsqu'il y a des activités particulières qui nécessitent de l'argent venant des citoyens les plus riches, ces citoyens doivent participer à ce que l'on appelle une liturgie, c'est-à-dire endosser, prendre en charge le financement de cette activité. Donc, le mot liturgie, dans ce cas-là, ne doit pas être pris dans le sens qu'il va avoir par la suite. Quand vous pensez à la liturgie dans l'Église catholique, vous pensez à l'ensemble des rites qui doivent être posés dans un ordre déterminé. Réfléchissez un petit peu dans la liturgie. C'est pas à vous que j'expliquais l'étymologie du mot ergon récemment, travail. Il me semble, hein? Je vous avais expliqué qu'il y avait un certain nombre de mots, par exemple l'énergie, justement, l'urgence, un chirurgien. Dans liturgie, vous avez le mot urgie, ça vient aussi de ergon, de travail. Vous voyez, donc c'est un mot qui est assez fréquent finalement dans la langue grecque. Maintenant, en ce qui concerne les relations extérieures, même chose que pour l'organisation interne de la cité, pour le rôle, pour le cadre dans lequel se déploient les activités des magistrats ou des tribunaux. Là aussi, lorsqu'il s'agit de faire la paix avec un ennemi, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de décider que l'on met fin à des hostilités, cela se fait dans un cadre religieux. On ne va pas signer un traité. On va jurer, on va prêter serment, donc on s'engage devant les divinités. Donc il s'agit bien d'un acte religieux. Même chose. Lorsque vous allez décider de la guerre, décider de la guerre, ça veut dire s'engager dans une période difficile, a priori, lors de laquelle vous allez devoir, si vous voulez espérer gagner, vous mettre les dieux de votre côté. Souvenez-vous d'ailleurs, évidemment, c'est pour une période bien plus ancienne, mais tous ces mythes, tous ces contes, on court évidemment à Athènes à l'âge classique, au 5e, 4e et 3e siècle. Pensez à l'Iliade et à l'Odyssée. Il y a un combat entre les dieux olympiens, et c'est à la suite de cette dispute entre les dieux que les hommes sont au fond ceux qui, comment dirais-je, servent un petit peu de réceptacle de la colère des dieux, qui doivent se battre, j'allais dire à leur place. Mais ces hommes, ils ont besoin de divinités. C'est comme ça qu'il y a des clans de divinités qui correspondent aux deux groupes d'hommes, aux deux armées qui s'opposent, les Troyens et les Achéens. Quel est le rôle des fêtes officielles maintenant? Pourquoi, dans une société donnée, y a-t-il des fêtes officielles? La première remarque qui peut être posée, c'est que jadis, dans les sociétés pré-industrielles,
on avait beaucoup plus de temps que maintenant. Les sociétés pré-industrielles sont en fait des sociétés qui sont certainement dures à vivre. Il peut y avoir des intempéries, il y a la perception des propriétaires des terres sur les paysans, il y a l'esclavage et le servage, etc. Mais je voudrais vous dire que dans ces sociétés-là, il y a des moments qui sont réservés pour les semailles, des moments qui sont réservés pour les moissons, des moments qui sont réservés pour les vendanges, mais il y a des périodes de l'année où on travaille beaucoup, d'autres où on travaille moins. Et donc, il y a beaucoup plus de temps libre. Dans les sociétés industrielles, on n'est pas soumis de la même manière au rythme des saisons. Dans une usine, on travaille en hiver, on travaille en été, au printemps et à l'automne. Rien ne change. Vous devez vous dire que c'est au moment de la révolution industrielle qu'il y a eu une modification très sensible dans l'organisation du temps des individus. Ce qui veut dire que dans les sociétés pré-industrielles, vous avez presque tous les jours des fêtes. Des fêtes pour, à l'époque où la chrétienté dominait, mais c'est des fêtes en l'honneur de tel ou tel saint, de la Vierge, de Jésus, enfin de qui vous voulez. Mais dans les sociétés antiques, c'était en l'honneur de tel ou tel lieu. Il y avait tout le temps des fêtes. Il y avait des moments d'ailleurs privilégiés dans l'année, où il y avait à Athènes, par exemple, les Panathénées. C'était les grandes Panathénées. Lors des grandes Panathénées, en été, il y avait la remise du péplos sur la divinité Polyade, c'est-à-dire à la divinité Polyade, vous savez qu'il y avait une grande statue chryséléphantine, c'est-à-dire faite d'or et d'ivoire, dans le Parthénon, et donc il y avait la remise donc, de ce péplos, de ce drap, si vous voulez, une sorte de toge, si vous voulez, à la divinité. Ces Panathénées, c'était de très grandes fêtes, Il y avait d'autres fêtes, par exemple les grandes Dionysies, en l'honneur non pas d'Athéna, qui est la déesse tutélaire, la déesse Polyade d'Athènes, mais en l'honneur de Dionysos, le dieu des réjouissances, le dieu du vin, le dieu de la fête, tout simplement. Mais je vous avais dit que je cherchais à indiquer, à préciser quels étaient les objectifs, conscients ou inconscients. Il ne faut pas voir du machiavélisme partout. C'est le principe même du rite, c'est que le rite est inconscient, c'est-à-dire qu'on pose des actes, on ne sait même pas d'où ils viennent, mais en tout cas, on sait qu'on doit les poser à tel moment dans une cérémonie, et c'est ce qui fait justement qu'il y a ce caractère obligatoire. On sait que l'on fait comme les ancêtres l'ont toujours fait. C'est le principe du rite. Le premier but, c'est donc de renforcer la solidarité du groupe. Quand vous-même, vous faites partie d'un club, quel que soit ce club, et a fortiori, pour prendre le sport quand même le plus à la mode dans notre société, c'est-à-dire le football, eh bien, vous savez que les supporters, lorsqu'ils se rendent dans un stade, ils accomplissent un certain nombre de rites. Ils ont leur chant. S'il y a un but qui est marqué par leur équipe, ils vont tous se soulever en même temps, ils vont peut-être pousser les mêmes cris au même moment, ils vont peut-être faire une ola comme ça sur les gradins. Une ola, c'est rien d'autre qu'un rite collectif. Et tout le monde s'y prête avec joie. C'est une manière de montrer que l'on appartient au même groupe. C'est ça en fait. Ces clubs de supporters, ce sont en fait de groupes de gens qui s'identifient les uns aux autres. Nous sommes unis contre une équipe, nous nous identifions aux dieux du stade, nos footballeurs préférés, qui sont éventuellement nos dieux, nos idoles. Ça peut se passer comme ça d'ailleurs aussi pour les chanteurs. On a vu qu'au moment des obsèques de Johnny Hallyday, il y avait une sorte, pas d'hystérie collective, mais enfin, on
on peut parler qu'il s'est agi à ce moment-là, lors des obsèques, d'une fête de type religion civique. Il est descendu d'ailleurs les Champs-Élysées, comme si c'était un président de la République, d'ailleurs même le président de la République. Je ne crois même pas qu'il y a une descente comme ça du cercueil. Voilà, ça se termine, c'est vrai, à Notre-Dame, mais donc c'était comme un chef d'État. Vous avez vu les gens qui étaient amassés le long des Champs-Élysées. Voilà, il y avait des gens qui pleuraient comme si c'était leur frère, leur père, enfin voilà, leur amant, que sais-je, enfin bon, hein, c'était leur ami, quoi. Leur ami, mais plus que leur ami, c'est un ami idéalisé. Un ami idéalisé, c'est presque un saint. Vous savez, un saint, qu'est-ce que c'est d'autre que ça? Vous savez, si on était à une époque plus superstitieuse, ben, il y a des tas de gens qui, à Saint-Barthélemy, où il est enterré, iraient se rendre sur sa tombe pour être soignés de tel ou tel mal. Ce serait l'équivalent de Lourdes, vous savez. Ça se passe comme ça. On va là, ne fût-ce que toucher la pierre tombale, et on est persuadé que grâce à une action, à une sorte d'acte magique, vous allez être guéri, ou en tout cas que l'acte, que ce que vous demandez, votre souhait, va se réaliser. Dans l'Antiquité, vous aviez des ex-voto, ce sont des tas de petits pots, de marques, de petites plaquettes qui étaient mises dans des temples où l'on indiquait, voilà, tel que l'on voulait voir se réaliser, telle ou telle chose, contre souvent, évidemment, monnaie sonnante et trébuchante, hein, bien entendu. Il y avait d'ailleurs, ou même au Moyen-Âge, des moines qui faisaient le commerce de ce genre d'offrandes, bien entendu. Voilà. Donc, il y a d'abord là le sentiment de cohésion de la société. Donc, une société sans religion n'existe pas, je dirais. Oui, mais vous allez dire, oui, mais à notre époque, et surtout dans notre partie du monde, l'athéisme, l'indifférence religieuse a fortement progressé. Mais la religion est toujours là, mais sous d'autres formes. Je vous ai parlé de ce sentiment presque de mysticisme ou de relations privilégiées avec des idoles sur des terrains de football, enfin quand on est sur les gradins, avec des chanteurs, avec d'autres personnages aussi, parfois avec des hommes politiques aussi. Hein. Bon, ça fonctionne moins pour l'instant chez nous, mais enfin, il y a quand même, lorsqu'on élit quelqu'un à la présidence, une adhésion plus à une personne que véritablement à un programme. C'est bien dommage, mais enfin c'est comme ça. Donc ça veut dire que chasser la religion, elle revient par la fenêtre. Il y a des religions laïques aussi. Hein. Je vous signale que dans les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, à l'époque de Staline, ben voilà, officiellement l'URSS était un pays de type athée. L'Albanie, c'est aussi un pays athée, mais où il y a un nouveau dieu, c'est le chef de l'État. Il y a le culte de la personnalité, Staline ou Enver Hoxha en Albanie, ou Mao en Chine. Pour l'instant, ce qui se passe en Corée du Nord, c'est un pays officiellement athée. Enfin, quand on voit ce qui se passe, quand même, évidemment, c'est un pays qui fonctionne sur la peur et la terreur, mais on peut supposer qu'il y a quand même beaucoup de gens qui adhèrent, comment dirais-je, au personnage de Kim Il-jung, en disant, mais c'est l'équivalent d'un dieu, il sait tout, il va même défier les États-Unis, qui est considéré comme le soleil à côté d'une toute petite planète que la Corée du Nord représente effectivement. Donc c'est un dieu pour un certain nombre de Coréens qui croient dur. Il ne faut pas croire que tous les Coréens sont critiques par rapport au régime coréen du Nord. Non, il y en a qui y croient. À toutes les époques, c'était comme ça. Donc vous voyez que le sentiment religieux, c'est un phénomène en fait qui se trouve chez l'immense majorité des êtres humains. L'immense majorité. Et à l'époque, depuis le 18e, au 19e et au 20e siècle, Dieu a été remplacé par d'autres formes métaphysiques qui renvoient à cette idée de divinité. Pensez le culte de l'argent à l'heure actuelle, quelque part, on peut s'interroger, c'est pas une personne l'argent, on est bien d'accord. Mais enfin, il y a un véritable fétichisme d'argent.
Je veux dire, il n'est pas indispensable d'être multimilliardaire pour être heureux, et pourtant il y a des gens qui sont multimilliardaires qui en veulent encore plus. Donc quelque part, c'est que dans leur univers mythologique, l'argent doit symboliser quelque chose. Et même chez des gens qui ont des objectifs beaucoup plus honorables et des activités, enfin de toute façon je ne vais pas mettre de jugement de valeur par rapport aux gens dont l'objectif est de rassembler de l'argent, mais pensez à des savants, des intellectuels, des artistes, ils ont aussi quelque part transformé, mais ils n'ont fait que transformer, ils n'ont pas supprimé le sentiment du divin, ils l'ont transformé en autre chose. C'est la croyance au progrès, la croyance en la science, la croyance en la technique, la croyance en l'art. Mais derrière tout cela, il y a quand même quelque chose de divin, d'irrationnel, parce que croire en la science, c'est une croyance, c'est une conviction. On ne peut avoir aucune certitude, d'ailleurs. On sait bien que la science a permis de fabriquer des bombes atomiques, qui sont peut-être à l'origine, un jour, de la fin de l'humanité. Donc vous voyez, il y a cette idée. Si vous avez lu le roman de Pierre Boulle, La planète des singes, vous avez peut-être vu le film, La planète des singes, enfin un des épisodes, mais si vous avez vu le film initial avec, comment il s'appelle encore, l'acteur, allez, un acteur hyper. Comment? Non, c'est Charlton Heston, c'est Charlton Heston, il me semble. Et donc, en fait, dans cette version-là, à la fin, ceux qui avaient survécu à l'explosion nucléaire, alors, il y avait d'une part les singes, entendons-nous bien, les êtres humains étaient devenus complètement débiles, ils ne savaient plus parler d'ailleurs, ils avaient été asservis par les singes, et puis alors, il y avait quelques individus qui s'étaient cloîtrés à un endroit particulier, et qui, eux, étaient devenus super intelligents quelque part, et qui, eux, rendaient un culte à la bombe atomique. Non, mais c'est pour vous dire jusqu'où peut aller, donc, ces gens qui, si on a une vision progressiste de l'intelligence, on pourrait dire, voilà, à un moment donné, on se détache de plus en plus de ce qui est irrationnel, et on va de plus en plus vers la rationalité, puisque tout peut être expliqué par la science. Ben non, ils rendent un culte à la bombe atomique. Voilà, évidemment, c'est une contre-utopie que ce roman de Pierre Boulle, mais il est quand même assez significatif. Et bon, je ne vais pas vous renvoyer à la phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est bien de cela dont il s'agit. À côté de la nécessité d'une solidarité, d'une cohérence, d'une cohésion de la société qui est favorisée par la religion civique, il y a aussi le fait que lorsque vous participez à ces fêtes, vous vous divertissez. C'est amusant de participer à une fête, quelle qu'elle soit. Vous savez, le Tour Sainte-Gertrude ici à Nivelles, c'est quand même à l'origine une fête religieuse. Et pourtant, les gens qui y participent, il y a beau avoir Sainte-Gertrude qui est tirée, la chasse de Sainte-Gertrude qui est tirée sur un chariot, on fait 20 km, on fait tout le tour du Grand Nivelles, on va monter, on va aller dans des champs, on va monter des rues, tout ce que vous voulez, mais les gens font ça en criant, avec joie. Le côté sacré, je ne sais pas très bien où il se trouve, mais c'est aussi un acte politique qui participe de la cohérence de la société, parce que tout le monde se sent ce jour-là très nivellois, comme le jour où il y a le doudou, la fête du doudou, à Mons, on se sent vraiment montois, ou la semaine passée, il y a eu les Gilles de Binche, les Binchois, ils étaient fiers, les Binchois. Vous voyez. Mais à l'origine de ces fêtes, il y a souvent un élément religieux. Donc, il y a je vous ai dit, l'aspect cohésion et solidarité. Deuxième élément, c'est l'aspect divertissement. Et il ne faut pas imaginer que dans la Grèce antique, les gens, quand ils pensaient à ce que nous appelons la religion, ils ne pensaient pas les choses comme ça, automatiquement, ils devenaient très sérieux, ils étaient en prière, etc. La religion, ça peut être quelque chose de très joyeux. Quelque chose de joyeux. Il y avait des hôtels. Vous imaginez Athènes, il y a donc 2500 ans, il y avait des hôtels presque à tous les coins de rue qui fumaient. Quand je dis des hôtels A-U-T-E-L, pas des lieux où on peut
se reposer. Donc il y avait partout, il y avait des fêtes, des offrandes, des sacrifices un petit peu partout. C'est difficile à imaginer, parce que nous, on idéalise Athènes en projetant notre vision d'Athènes maintenant. Alors là, on voit la démocratie, etc., mais vous imaginez que c'est une société qui ressemblait davantage, je ne sais pas, moi, une société de gens qui s'amusent, de gens qui sont très proches et très très différents de nous aussi. Hein, parce que nous projetons sur eux une vision idéalisée de la vie de l'Athènes que nous avons construite ces 3 derniers siècles. Et alors, il y a un dernier aspect, à côté de la solidarité, à côté du divertissement, il y a aussi l'aspect propagande. Parce que les 2 premiers aspects auxquels j'ai fait référence, c'est lorsqu'il y a des réunions, des fêtes, des cortèges, des commémorations qui s'adressent aux citoyens. Et vous savez qu'à Athènes, la proportion de citoyens par rapport aux autres habitants n'est pas aussi importante que cela. Sur les 400 000 habitants qu'Athènes aurait compté dans le dernier tiers du 5e siècle avant notre ère, puisqu'on a des chiffres vers 435, eh bien, il n'y aurait eu que 40 000 Athéniens, ça fait 10% de la population. La plus grosse partie de la population, c'était des esclaves, peut-être 200 000. Et puis alors, il y a les femmes, les enfants qui ne sont pas citoyens, et puis il y a les métèques. Les métèques, ce sont les étrangers. Je vous ai parlé la semaine passée, lorsqu'on a étudié le commerce, et entre autres le grand commerce à Athènes au 5e et 4e siècle, je vous ai parlé de tous ces commerçants, ces emporoi, qui sont là pour se faire de l'argent. Chez nous, le terme étranger, tel qu'il est véhiculé couramment, est lié à des gens qui sont plutôt dans un état de précarité. Mais il y a les étrangers dont on ne parle pas, qui sont, je ne sais pas, les fonctionnaires de l'Union européenne ou des tas d'étrangers qui sont chez nous pour faire des affaires, et il y en a quand même beaucoup aussi. On n'en parle pas de ceux-là. Et même des gens qui sont beaucoup plus riches que la grande moyenne des Belges, vous savez, des Russes, des Indiens, enfin des Tandales, etc., qui sont extrêmement riches. Donc, les fêtes à Athènes, entre autres donc les Panathénées et les grandes Dionysies, dont il était question tout à l'heure, ce sont des fêtes qui rassemblent non seulement les citoyens, mais qui rassemblent également les étrangers, et ce sont des fêtes qui sont là pour faire de la propagande, pour montrer, nous, à Athènes, on est capable de faire ces fêtes-là. Vous voyez comme Athènes est une grande ville. Vous savez que, d'ailleurs, quand les pays se disputent pour avoir chez eux les Jeux Olympiques, le Mondial, bien sûr, c'est d'abord une affaire de gros sous. Il ne faut pas être naïf, parce que ça peut rapporter gros. Mais c'est aussi, sur le plan politique, un moyen de mettre son pays en évidence. Pensez aux Jeux d'hiver de Sochi, en Russie, pensez aux Jeux Olympiques un petit peu partout. Enfin, quand ils sont faits, c'est que le pays essaye de mettre en évidence. C'est une manière de faire de la propagande. D'ailleurs, on voit bien, le dirigeant nord-coréen, il a sauté tout de suite sur l'occasion pour envoyer une délégation dans le pays qui est censé, qui est le pays frère, mais en même temps le pays ennemi qui se trouve au sud. Parce qu'il s'agissait de se faire voir, de se montrer autrement que l'image qu'on en a habituellement. Il a envoyé sa sœur, d'ailleurs, il a envoyé le président du présidium du Soviet suprême, donc le président de l'Assemblée nationale, si vous voulez, aussi. C'est montrer qu'on peut aussi être différent, c'est changer de son image. Donc les fêtes sont l'occasion de montrer que l'on est puissant, que l'on est fort. Passons maintenant à la partie de mon exposé que j'avais annoncé et qui concerne les différents rituels au cours de la vie. Et je vous avais dit que le terme vie privée n'est pas tout à fait le terme qui convient, parce que la religion a toujours un caractère public, quand bien même ce caractère public serait-il restreint à l'oikos, à la maisonnée. L'être humain
et ça se trouve dans toutes les civilisations, fait un certain nombre d'étapes qui sont autant de marqueurs dans la vie d'un individu. La naissance, l'adolescence, le mariage et la mort. Ce sont 4 étapes que je citais dans mon introduction. Je commence par la naissance. À Athènes, lorsqu'un enfant naît, il y a des processions dans la maison elle-même. Il y a le lavement de l'enfant, bien sûr. Il va y avoir un petit cortège, tout petit cortège, entendons-nous bien, qui va tourner autour de l'autel sacré de la maison, puisque dans chaque maison, il y a des dieux protecteurs de la maison, en particulier la déesse Hestia, qui est la déesse du foyer. Chez les Romains, vous avez l'équivalent avec les dieux Lar et les dieux Pénates. Et d'ailleurs, quand cette circumdéambulation autour de l'autel, on la retrouve encore, vous savez, dans plusieurs civilisations au moment de la naissance. Je pense en particulier, c'est pas par hasard, dans le monde orthodoxe. Vous savez que la Grèce est un pays orthodoxe aujourd'hui. Eh bien, au moment de la naissance, le pope entraîne, au moment du baptême, il entraîne les membres de la famille, il porte, lui, enfin c'est pas lui qui porte, en général c'est un membre de la famille qui est derrière, il tourne autour des fonts baptismaux, il va bénir l'enfant, et ils se prennent tous par la main, et ils font le tour des fonts baptismaux, comme ça, dans une sorte de, presque de farandole, j'allais dire, où tout le monde se tient, et ça fait... Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste ni de la religion orthodoxe, ni à ce point de la religion grecque, mais je me dis qu'il y a peut-être un lien entre le fait que chez les orthodoxes, on tourne comme ça autour, alors qu'on tournait autour, justement, de ce foyer sacré. Alors, au moment de l'adolescence, il faut distinguer les garçons et les filles. Les garçons, puisqu'on est dans une société patriarcale, ont le premier rôle. Il y a des rites particuliers parce que l'adolescence, c'est le moment où l'enfant, l'individu quitte le monde douillet, si je puis dire, de l'enfance, période pendant laquelle il vit dans la maisonnée entouré des femmes, dans le gynécée, et va quitter le monde des femmes pour rejoindre le monde des hommes, des mâles. Lorsqu'il va passer à l'âge adulte. Dans toutes les sociétés, c'est une période extrêmement importante. Il y a donc des rites de passage chez les Grecs. Je ne sais pas si c'est avec vous que j'avais étudié ça, ou bien c'est l'an passé, avec les étudiants l'an passé, que j'avais étudié justement ce phénomène chez les Spartiates. C'est avec vous cette année-ci? Ou bien c'est l'an passé, mais il y en a qui doivent s'en souvenir. L'an passé, j'ai étudié ça en tout cas, donc c'était dans... Non, c'était à Sparte. C'était à Sparte. J'ai étudié la société lacédémonienne, et donc on avait étudié ce phénomène chez les garçons et chez les filles d'ailleurs à Sparte, au moment de l'adolescence. Voilà. Alors, pour les filles, il y a aussi des rites de passage qui sont moins importants, où des filles peuvent comme ça être confiées à une divinité pendant une durée particulière, et elles sont initiées au nom de toutes les filles alors. À une époque donc où elles sont encore vierges, avant évidemment le mariage. Puis il y a le mariage qui est caractérisé par des rites spécifiques comme les bains nuptiaux, comme également des cortèges particuliers,
Et enfin, il y a la mort, où là, des rites spécifiques que l'on trouve encore aujourd'hui, et qu'on doit encore pratiquer, même dans le cas de la religion catholique. Il y a tout d'abord le lavement du corps, puis il y a l'exposition du corps. Ça se fait encore, vous savez, l'exposition du corps, c'est-à-dire qu'avant d'enterrer, le corps est, comment dirais-je, peut être vu. Bon, c'était le cas au moment de l'enterrement, enfin, avant les obsèques du roi Baudouin, en 1993, au Palais Royal. Il a été présenté dans son cercueil. Bon, il avait une sorte de voile au-dessus du cercueil, mais enfin, il était visible, on pouvait le voir. Donc, il y a l'exposition. Et puis ensuite, il y a une procession qui le conduit vers sa demeure finale. Alors, ça paraît évident pour tout le monde, hein, le fait de laver le corps, de l'exposer, etc. Mais ça ne va pas de soi, en fait. D'ailleurs, chaque civilisation, chaque société a des rites particuliers. Mais ces rites sont toujours présents, en tout cas, depuis que l'homme est homme et a décidé, à un moment donné, de se distinguer des autres animaux, parce qu'un être humain est un animal aussi. Mais à un moment donné, les hommes ont décidé, nous ne sommes pas des animaux comme les autres, et nous n'allons pas laisser nos semblables pourrir le long de la route, enfin la route, entendez-nous bien, au coin du bois, hein, mais nous allons l'enterrer, nous allons creuser le sol, ou creuser la roche, et nous allons donc l'ensevelir. Ça, ce phénomène, il ne remonte pas au-delà de 100 000 ans. Donc ça remonte au Paléolithique moyen, au début du Paléolithique moyen. Ça, c'est un phénomène typiquement humain, qui est donc un marqueur de notre humanitude. Le mot n'est pas français, mais c'est pour le distinguer d'humanité en tant qu'ensemble du genre humain. Alors tous ces éléments-là participent de ce que j'ai appelé donc la religion civique. Ça paraît être des éléments de la religion privée, mais la religion privée au sens strict, c'est quand l'individu est tout seul, face à un autel, ou lorsqu'il pense, il fait une prière face à la divinité, mais à partir du moment où vous êtes à plusieurs à pratiquer, et que ça participe de la vie collective, parce que la naissance, les rites de la puberté, le mariage et la mort participent du cycle de la vie, mais du cycle de la vie collective, c'est pas seulement la vie individuelle. Autrement dit, ça appartient à l'être humain dans ses rapports avec les autres. Être humain qui est un être social. Parce que lorsqu'Aristote dit que l'homme est un animal politique, anthropos zoon politikon, mais ça veut dire que le zoon politikon, ça veut dire que c'est un être politique, c'est un animal politique, mais c'est surtout un animal social avant tout, qui a besoin de s'organiser en société. Et la politique n'est rien d'autre que l'organisation sociale, qui est décidée par l'ensemble du groupe. On décide de s'organiser de telle ou telle manière qu'on évite des litiges, qu'on sache à qui va appartenir la décision, qu'on va formaliser de telle manière que cette décision ne soit pas contestée, ne conduise pas à des conflits entre les différents clans. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Vous avez bien compris que la religion civique, je dirais, est au cœur de la société et de la civilisation grecque et au cœur de la société et de la civilisation athénienne, tout à fait logiquement. Donc on ne peut pas étudier la société grecque, la société athénienne, en faisant abstraction de ces éléments-là. À la limite, je dirais que dans la vie quotidienne des gens, le chapitre que j'ai étudié avec vous la semaine passée, le commerce et l'artisanat, ou l'inverse, l'artisanat et le commerce, c'est finalement un chapitre secondaire par rapport à celui que je viens de vous exposer. Parce que ceci
La religion civique imbibe la vie quotidienne des citoyens athéniens du moment où ils se lèvent jusqu'au moment où ils se couchent. Les Athéniens, les Grecs, sont profondément religieux. Mais je vous ai dit, il ne faudrait pas établir une distance trop importante entre ces Grecs qui vivaient il y a 2500 ans et nous, parce que nous sommes aussi des êtres religieux, même si vous vous dites incroyant ou indifférent à la religion. Il est difficile, c'est très difficile, vous savez, de se détacher. Vous savez, on a tous nos petits rituels, mais de cette manière-là, nous sommes, vous dites athée. Et puis en même temps, quand vous rentrez chez vous, hein, vous avez vos petits rituels avant d'aller dormir. Vous lavez d'abord les dents avant de faire autre chose. Ben, le fait que ce soit avant montre bien que les actes doivent se faire dans un certain ordre. Vous allez donner à manger à votre chat avant ou après vous être lavé les dents. Mais vous allez faire ça dans un ordre particulier. Si je vous dis ceci, c'est pour vous dire en fait que la religion, il faut lui donner une définition extensive. La religion, évidemment, inclut le rapport au sens étroit du terme aux divinités. En toute hypothèse, il manifeste un rapport au sacré. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par le sacré. On peut sacraliser des choses qui, a priori, ne le sont pas, sacralisables. Et la notion de rite, je viens d'en donner une définition de type psychologique et comportemental il y a quelques minutes, mais vous êtes bien d'accord que quelqu'un qui sort de son boulot et qui, après être sorti de son boulot, prend l'habitude d'aller toujours boire un verre avec les copains, et puis après, il va regarder telle émission à la télévision plutôt qu'une autre, vous allez dire, ben oui, c'est parce qu'il aime, mais il va faire des choses dans un ordre précis. Puis il va manger, et puis il va faire ceci, puis il va faire cela, puis il va aller dormir, et puis il se réveille, et il fait les choses dans un certain ordre. Or, cet ordre n'est pas obligatoirement logique. Les choses pourraient être faites dans un autre ordre, mais simplement, le simple fait qu'il y ait un ordre, ça rassure l'individu. Et c'est la fonction des liturgies, je dirais, dans les cérémonies religieuses. C'est rassurant. On fait les choses comme d'habitude. Et vous connaissez le vieux proverbe, les choses que l'on fait deux fois plaisent. Bis repetita placet. Voilà, parce que ça plaît à l'inconscient. Je vous montre maintenant quelques livres pour terminer. Alors, tout d'abord, un livre de celui qui fut mon maître, Roland Craé, qui a été réédité, enfin non, il y a quand même une bonne, peut-être 30 ans déjà, c'était réédité dans la collection complexe, ici j'ai l'édition originale chez Labor, donc La religion des Grecs. Voilà. C'est un livre, évidemment, que je ne peux que recommander, parce qu'il se base sur des textes, il y a de très nombreuses citations et d'extraits de textes grecs, évidemment en traduction. Ensuite, de Louis Gernet et André Boulanger, Le génie grec dans la religion, l'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Alors, dans un ouvrage dû à trois auteurs, Jean Bottero, Aaron Schmitt et Jean-Pierre Vernant, L'Orient ancien et nous, collection plurielle, Jean-Pierre Vernant, qui était un grand helléniste décédé maintenant, a écrit un chapitre qui s'intitule « Écriture et religion civique en Grèce » et qui comprend une partie, la partie 2, qui s'intitule « La cité de pouvoir partagé ». Alors ça, c'est un chapitre qu'il faut vraiment lire pour la compréhension de mon propos d'aujourd'hui. Donc c'est dans HR Littérature. Et puis il y a bien sûr, je dirais, toute l'œuvre de Jean-Pierre Vernant. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Ah non, c'est avec un autre groupe, puisque avec un autre groupe, je vais étudier les sanctuaires en Grèce ancienne la semaine prochaine, dans le cadre de mon cours d'histoire des régions. Je montrerai une série d'ouvrages de Jean-Pierre Vernant, qui est vraiment un auteur incontournable pour étudier la religion et la mythologie grecque. Je vous montre un ouvrage fondateur de cet auteur, Les origines de la pensée grecque, dans le cadre de la Cité, en fait, collection Quadrige, Presse universitaire de France. C'est un petit livre qui vaut vraiment la peine d'être lu, il est même fondamental, très court.
Sous la direction du même auteur, L'homme grec. Alors, vous avez différents chapitres sur les différents aspects de la vie de l'homme grec en société. Il y en a un que je vous conseille par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est L'homme et les dieux de Mario Benedetti. Et il y en a un autre aussi qui est intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est L'homme grec et les formes de socialité d'Oswin Murray. Alors, de Vernant, sa leçon inaugurale au Collège de France, Religion grecque, religion antique, petite collection Maspero. Du même, Mythes et religions en Grèce ancienne. Alors là, le dernier chapitre s'intitule La religion civique. C'est donc aux éditions du Seuil, si je ne m'abuse. La collection Le XXe siècle dirigée par Maurice Olymper, la librairie du XXe siècle. Du même auteur, avec Pierre Vinal-Naquet, Mythes et tragédies en Grèce ancienne, édition La Découverte. Et enfin, un ouvrage de celui qui fut son maître, Louis Gernet, qui fut son maître avec un autre grand penseur, Ignace Meyerson, qui a inventé la discipline de la psychologie historique. Donc, de Louis Gernet, Anthropologie de la Grèce antique en chant flammarion. J'ai dit